Chers compatriotes, un grand merci pour l'accueil que vous avez bien voulu donner à mes deux précédentes vidéos. J'ai reçu vos messages par mail, par SMS, par WhatsApp, de tous les moyens. J'ai écouté les questions. Je vous promets également donner suite à votre demande que je revienne de temps en temps échanger avec vous lorsqu'il y a une actualité. Un grand merci à vous. Merci donc de vous abonner de manière à ce que notre communauté soit toujours plus importante et que nous puissions avoir ces échanges. Aujourd'hui, évidemment, nous allons revenir sur cette question des terres rwandaises qui auraient été données, cédées, vendues. On ne sait même plus ce qu'il en est puisque les textes sont cachés et de la convocation du Parti congolais du travail qui convoque le gouvernement à ses pieds parce que c'est sa propriété. Enfin, certains m'ont dit que oui, mais c'est le parti majoritaire, la plupart des ministres en sont membres, d'accord, mais dans ce cas, c'est le parti qui convoque ses membres qui sont ministres, ce n'est pas au gouvernement de signer une note au nom du gouvernement de les convoquer. Vous voyez, ils ne prennent même plus les formes pour la simple raison qu'ils se considèrent chez eux en terrain conquis. Les institutions du pays sont leur propriété privée, tout comme la terre, et c'est ainsi qu'ils se permettent de la céder et de la distribuer à leur bon plaisir parce que justement, vous avez laissé passer un détail, deux détails, trois détails, et là, c'est parti. Nous avons un roi au pouvoir avec des enfants, des princes qui dirigent par-ci par-là et d'autres sous-fifres qu'il nomme pour son bon plaisir comme porteur d'eau ici et là parce que vous n'avez pas eu le courage de vous opposer, parce qu'il y a une telle division parmi nous, parce qu'il y a une telle difficulté de pouvoir se rassembler et de pouvoir choisir une voie alors que nous pensons globalement la même chose et que nous sommes en capacité d'agir. C'est à cela que je veux vraiment vous inviter à mettre fin. J'ai également entendu le bruit selon lequel ces textes auraient été retirés, que le PCT aurait demandé qu'on les retire. Enfin, nous commenterons lorsqu'il y aura un texte. Parce que de la même manière que ces textes sont arrivés, nous n'étions pas informés. Aujourd'hui, c'est encore par rumeur, par bruit, par oui-dire, par un tel connaît le chauffeur d'un tel qui lui a dit, voilà, moi j'ai vu le communiqué final du PCT, rien n'en parle. Lorsqu'ils seront là, nous en parlerons, ou peut-être en ressentirons nous les effets lorsque ceux qui ont déjà pris possession des terres qui ne leur appartiennent pas, on nous a dit qu'on a donné des terres à des gens, mais nous-mêmes, les propriétaires de la parcelle, on n'est pas au courant qu'on a vendu. Quand on a cédé, on commence à voir des gens s'installer chez nous, c'est anormal et j'interpelle encore le gouvernement de ne plus répéter ce genre de choses parce que c'est vraiment triste, c'est méchant de faire ça à des populations villageoises, à des populations paysannes qui, elles, n'iront pas voir un avocat, qui, elles, n'ont pas l'adresse d'une ONG, d'une ambassade quelconque pour se plaindre. C'est vraiment un abus de pouvoir excessif auprès d'une frange de la population parmi la plus faible. J'espère vraiment qu'ils seront retirés. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin, il ne faut pas oublier, c'est l'anniversaire de la fin de la conférence nationale, le 33e anniversaire. Alors pour les plus jeunes, pour eux, la conférence nationale, c'était peut-être pour chasser Sassou et mettre de nouvelles personnes au pouvoir. Peut-être c'est un volet politique qui est vrai. Mais en dehors du volet politique, il y a un volet historique et il y a un volet comment dire, de vision politique que le Congo avait déterminé ce jour-là qui est très important. C'est la première fois dans l'histoire du Congo que le Congo a eu l'occasion de réfléchir ensemble sans vivre ensemble. Comment voulons-vous nous vivre ensemble? Depuis notre indépendance, en fait, notre histoire nous a été en quelque sorte imposée. L'indépendance nous a été donnée sans qu'on la demande. Il n'y a pas eu de mouvement indépendantiste. Hein. La France a décidé que tel jour, c'est votre indépendance. Et c'est le premier président qui a pris l'option de dire que bon, ben moi, je vais être un président libéral. Voilà comment on va diriger. Mais il n'a consulté personne. Personne ne lui a dit qu'il ne voulait pas vivre dans un État en fédération. Personne ne lui a dit que, voilà, on n'a jamais réfléchi. Nos États, nos régions ont été collées les unes aux autres sans qu'on demande notre avis et on a continué comme ça. 3 ans plus tard, c'est l'arrivée des jeunes qui avaient des aspirations socialistes et qui ont pris le pouvoir et qui ont mené le pays dans ce chemin-là, encore une fois, sans interroger les Congolais si c'est ce qu'ils voulaient. Et ces jeunes ont fait que leurs idées sont devenues, se sont imposées comme des idées obligatoires et ceux qui étaient contre eux, leurs idées, à ce groupe de copains, hein, leurs idées, ceux qui s'y imposaient devenaient les ennemis du peuple tout entier. Et au nom de cela, on a assassiné des gens, on a jeté des gens en prison, on a transformer le pays dans un sens qu'on n'aurait peut-être pas voulu. Et tous les régimes se sont passés comme ça, jusqu'à l'arrivée de la conférence nationale, qui est le premier moyen, le premier moment où les Congolais se réunissent pour dire comment voulons-nous vivre ensemble. Et lors de cette conférence nationale, les Congolais ont décidé de vivre ensemble dans la démocratie. Qu'il y ait des élections régulières, honnêtes, justes, organisées par des instances non contrôlées par une personne ou par un clan, qu'il y ait de l'alternance, qu'on ne jette plus les gens en prison, qu'il y ait une liberté d'expression, qu'il y ait une liberté de la presse,
On a pris des décisions très importantes en ce moment-là. Peu importe les constitutions que nous changerons, en fait, la conférence nationale reste la référence. Et ce sont les idéaux que nous avons pris ce jour-là qui doivent toujours dominer. Exactement comme en France. La Révolution française a eu lieu en 1789. Après la Révolution française, il y a eu beaucoup de régimes qui se sont suivis. Il y a eu le directoire, plusieurs personnes dirigeaient. Il y a eu l'Empire. Il y a eu le retour à la monarchie alors qu'ils avaient coupé la tête du roi. Il y a eu la République, il y a eu le retour à l'Empire, il y a eu beaucoup de choses, mais les idéaux de la Révolution française de 1789 sont restés les mêmes. Et bien la conférence nationale, c'est l'équivalent pour les Congolais. Ce sont des idéaux que nous avons fixés et qui devraient nous conduire, que nous devons toujours rechercher. Nous ne devons pas oublier ce moment très important. Alors, si on en fait un bilan aujourd'hui où en sommes-nous, ben, c'est une véritable trahison de ces idéaux parce que nous sommes revenus à tout ce que nous avons dénoncé jadis. Les prisonniers politiques, nous n'en voulons plus. Aujourd'hui, ils se multiplient. Je rappelle encore le souvenir du général Mokoko, de André Okombe-Sadissa et de bien d'autres moins connus qui propissent dans les geôles tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes idées que le gouvernement en place, parce qu'ils ont voulu les remplacer, parce qu'être candidat contre Denis Sassou Nguesso est déjà un crime contre leur régime monopartiste, leur régime personnel. Nous sommes repartis en arrière avec des militaires tout puissants, tout forts, même des simples lois qu'on avait prises qu'un militaire n'a pas le droit d'être candidat à une élection. Voilà, Denis Sassou Nguesso s'est présenté en 2002 tout en restant général, il a pris sa retraite en 2003. Vous avez des institutions qui avaient été interdites, pas de police parallèle. Nous l'avons décidé parce qu'on avait compris ce que ça fait d'avoir des sécurités d'État qui agissent parallèlement au droit. On a fait de la sécurité d'État aujourd'hui, c'est une police parallèle qui se saisit de certains dossiers politiques pour poursuivre des activistes politiques, pour poursuivre des éléments. Nous sommes revenus là et dans le silence, dans l'accompagnement involontaire peut-être, mais l'accompagnement quand même pas, le silence des Congolais. Et bah, si on se laisse manger comme ça, parce que peut-être que cette génération-là avait eu le courage de l'opportunité, grâce à la chute du mur de Berlin, de se soulever et de prendre des décisions concernant l'avenir de notre pays, bah, c'est à toutes les générations de faire son effort. La démocratie, la paix, toutes ces choses-là ne sont pas des questions qui arrivent de soi. Une fois qu'elles sont posées là, comme un pot de fleurs, elles sont acquises. C'est des combats permanents de chaque année, de tout le temps, et auxquels malheureusement nous sommes nombreux finalement à avoir baissé les bras, et nous ne devrons pas, nous devrons reprendre le flambeau, mais cela ne peut pas se faire en attendant un sauveur qui va lui tout seul se sacrifier. Vous voyez ce qui est arrivé à certains qui sont aujourd'hui en prison parce que vous ne les avez pas accompagnés, parce que nous n'étions pas assez nombreux autour d'eux, même si aujourd'hui, pour se justifier d'un passé politique, on veut bien s'attacher aux uns et aux autres, mais enfin, c'est nécessaire aujourd'hui de comprendre que ce n'est que dans une action collective, déterminée, risquée, évidemment, si on veut le changement, il faut un risque, à moins que l'on considère que la situation actuelle n'est pas aussi dramatique que cela et c'est pas la peine de prendre le risque. Ça se comprend, mais c'est à chaque Congolais de prendre cette décision. Aujourd'hui, nous avons tué les idéaux de la conférence nationale. Il est nécessaire, à mon avis, de les remettre sur les rails. Je voudrais quand même revenir sur cette convocation du PCT et de son gouvernement et des points qu'ils ont soulevés, parce que certains méritent quand même d'être analysés et de mettre une petite réflexion là-dessus. Ils ont parlé de l'insécurité, paraît-il, que au Congo, dans les principales villes, hein, Brazzaville, Pointe-Noire tout particulièrement, régnerait une insécurité grandissante avec l'existence des Koulouna et des bandes qu'on appelle des bébés noirs qui sèment la terreur et la désolation au sein des populations. Ils en sont conscients. Mais nous savons tous où se trouve l'origine de ce problème. C'est un problème qui vient par le délitement d'une société qui est gagnée par le chômage, par l'oisiveté. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec l'éboulement, avec des gens qui sont morts par piétinement pour un recrutement dans l'armée parce que la capacité de créer de l'emploi dans ce gouvernement il n'existe pas. Tout l'emploi et il n'y a pas d'emploi. Tout l'emploi qui peut exister est un emploi d'État. On sait très bien qu'on ne va pas très loin avec ces emplois publics, mais les jeunes n'ont rien. Les jeunes sont oisifs, donc l'encadrement devient mauvais. Ceux qui ont un emploi cherchent d'abord à le garder plutôt qu'à faire du bon travail et surtout que la carrière ne dépend que du supporting que l'on fait au gouvernement, au régime qui est en place, et bien la motivation n'y est plus. Ce sont des questions qui sont extrêmement profondes, mais qui ne dépendent pas en eux-mêmes que de la sécurité. Il ne s'agit pas de recruter plus de policiers ou d'être plus sévère dans les condamnations, mais c'est toute une société qu'il faut réformer. Et là, malheureusement, le PCT n'apporte absolument pas de solution. Des solutions, il y en a beaucoup. Même au niveau de la police, quand on croit que l'insécurité, c'est la police, on a une très mauvaise police qu'il faut tout simplement dissoudre.
Parce que notre vision de la police part du principe d'abord que c'est un système de soutien du régime, d'abord, et ensuite, pour soutenir le régime, il faut des gens forts qui soient capables d'appliquer la force. Alors, on a créé une police qui est bâtie plutôt sur une armée. C'est une armée à qui on donne quelques notions de maintien de l'ordre. Ce qu'il faudrait faire, parce qu'on va nous reprocher de critiquer sans faire de propositions, ce qu'il faudrait faire, c'est d'inverser complètement la question. C'est-à-dire qu'il faudrait une police où on recrute des juristes à qui on donne des notions de maintien de l'ordre, où on recrute des sociologues à qui on donne des notions de maintien de l'ordre. Voilà comment on devrait partir. On prend des jeunes qui ont Bac plus 4, Bac plus 5 en droit, en sociologie, dans des matières vraiment en urbanisme, qui tiennent vraiment compte de la vie de la cité. On leur donne ensuite une formation du maintien de l'ordre et c'est ceux-là qui peuvent devenir des penseurs de la police, qui peuvent devenir des dirigeants de la police, qui peuvent devenir des commissaires, etc. Par contre, il faut qu'il y ait une force physique armée de la police, ceux qui tombent sur le terrain, ceux qui sont capables d'aller arrêter des gens violents, etc. Ceux-là, ils sont pris à des grades plus bas et ils sont formés effectivement essentiellement pour intervenir pour que force demeure à la loi. Mais ce n'est pas la même chose que ceux qui sont des commissaires de police qui assurent la sécurité dans la ville, l'intégration des gens. Alors que nous avons une police totalement répressive, une police d'espions, une police totalement consacrée au maintien d'un régime. Voilà un des problèmes. Vraiment, la police a besoin de cette réforme, que ça devienne une police civile. D'ailleurs, c'est aussi une recommandation de la conférence nationale, que ça devienne une police civile et non une police aussi militarisée qu'elle est, parce qu'elle ne sert à rien, parce qu'elle est complètement inefficace. Ils ont également parlé, on va survoler tous ces sujets peut-être dans un autre échange, nous viendrons peut-être plus en détail. Ils ont parlé également de l'eau et de l'électricité. Là encore, il y a un véritable problème de résultat. C'est terrible. Et d'ailleurs, je suis surpris de voir aujourd'hui que vous avez des pays comme le Mali où la plus grande menace du régime aujourd'hui en place au Mali, c'est le manque d'électricité. Et ce qu'ils vivent là-bas comme coupure d'électricité, les Congolais ont connu 10 fois pire et depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Je connais le Mali parfaitement. Et les Maliens sont aujourd'hui à des délestages de 6 heures par jour. Je connais des endroits du Congo, dans la capitale, où parfois n'ont pas eu d'électricité pendant des années. Il suffit qu'un transfo tombe en panne, et cette panne pouvait durer 8 mois, 1 an. Il n'y a jamais de soulèvement, alors qu'aujourd'hui, au Mali, le manque d'électricité reste la base même. C'est-à-dire que le plus grand danger qui menace le régime qui est là sur place, il le réalise. Vous voyez, là encore, c'est une question de mobilisation du peuple parce que c'est pas qu'au Congo ça nous intéresse moins, mais nous n'avons pas eu la force, nous n'avons pas eu les moyens de pouvoir peser et de pouvoir leur dire que là, ils commencent à emmerder. Ils ont changé le nom de la société d'électricité. Les nouveaux dirigeants sont encore plus dans la dilettante que ceux qui étaient là avant. Rien ne s'améliore. Des milliards d'argent sont sortis pour cela. L'électricité et l'eau, c'est pareil. Nous avons de l'eau partout. Ce n'est pas de la magie que d'être capable de distribuer de l'eau. Les colons l'ont fait, il n'y a jamais eu de coupure dans le petit circuit laissé par les colons et 20 ans après la colonisation. Moi, je n'ai pas connu de coupure dans mon enfance jusqu'aux années 80. Les coupures ont commencé après, lorsque la gestion n'y était plus. Alors, tout simplement, il faudrait régler la question de l'eau, qui n'est pas une question aussi complexe que cela en réalité. Mais enfin, on s'est habitué à ne pas faire d'efforts et avoir un peuple en face qui ne réagit pas. Ils sont allés parler également du découpage territorial en cours. Effectivement, il y a eu un problème de découpage territorial dont nous avons entendu parler, dont ils ne se donnent même pas la peine de vous expliquer les origines et les fondements. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire un découpage territorial, c'est même très important de faire un découpage territorial, mais là encore, vous devez surtout souligner le manque de débat, le manque d'échange parce que vous devez subir, vous devez les consommer parce qu'ils seront réélus, ils auront les députés qu'ils voudront, ceux qu'ils auront désignés dans un système totalement opaque, d'une opacité totale. On va vous diviser des régions par 4, par 5. C'est peut-être une bonne chose, mais cela n'a pas été échangé, cela n'a pas été discuté et rien ne les oblige à les discuter. Alors, allons-nous accepter ce découpage territorial de base parce que c'est eux qui doivent décider ou nous allons enfin leur montrer que tant qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, rien ne va passer. Ça, c'est vraiment le point sur lequel je vous demande de vous mobiliser. Je ne suis pas contre le découpage territorial, mais il faut absolument qu'il y ait un débat, qu'on sache pourquoi on coupe ça ici, pourquoi ça va là-bas, parce qu'il y a des intentions cachées, il y a des choses qui sont trop cachées. Et bien, peuple congolais, on ne devrait plus se laisser faire à ce niveau-là, parce qu'on a beaucoup laissé faire, on a trop laissé faire. Ils se croient maintenant capables de donner nos terres à qui ils veulent sans même avoir à nous expliquer.
Enfin, dernier point qu'ils ont soulevé, il s'agit de la question des nominations des cadres dans les départements ministériels. Là encore, l'État nous appartient à tous, c'est l'État congolais, il est à tout le monde. Mais comme vous savez très bien que les cadres ne se nomment que par ceux qui sont dans le sérail et qui ont montré patte blanche vis-à-vis du régime en place, ils ne s'embarrassent pas à essayer de justifier de leurs compétences ou de justifier du fait que, très curieusement, nous avons constaté qu'il faudrait être originaire de certains villages pour être expert dans le pétrole, pour être expert dans la finance, pour être expert dans les ambassades, dans les relations internationales. Apparemment, on leur apprend ça dans leurs coutumes traditionnelles et que les autres coutumes traditionnelles du Congo ne sont pas aptes à faire ces choses-là. Je ne suis pas là pour encourager l'emploi public, au contraire, il faudrait qu'on puisse avoir de véritables discussions de fond et sur la création de l'emploi privé, mais ça, ce sont des questions à regarder également en profondeur, à se soulever lorsqu'il y a un excès, des abus, comme il y en a beaucoup trop dans les nominations, comme le roi nomme ses enfants comme des princes qui dirigent des villes, à la fois des compagnies, à la fois tout ce qu'ils veulent au détriment du peuple congolais parce qu'ils se comportent comme les propriétaires. Alors je vous dis, peuple congolais, vous devez vous indigner. Indignez-vous.